Mesdames et messieurs, bonjour. Un plaisir pour moi de vous retrouver en cette fin d'année, surtout sur cette tranche. Merci donc de nous recevoir chez vous, mesdames et messieurs, alors que nous émettons du studio François-Xavier en Lime. Nous avons 10 jours déjà que Patrice Talon a prononcé son avant-dernier discours et 10 jours que cet oral est décortiqué, on peut le dire, dans pratiquement tous les sens. Si pour certains, il s'agit du pire discours jamais prononcé par Patrice Talon en raison de son caractère autosatisfaisant et clivant entre griffes, pour d'autres, c'est un discours de vision qui montre clairement l'ambition de l'homme pour le Bénin de demain. Puisque vous avez déjà eu droit sur nos différents plateaux, mesdames et messieurs, de décryptage sur l'analyse globale de ce discours de Patrice Talon, pour cet entretien, nous voulons quelque peu revenir sur certains angles précis. Alors, la question de la cherté de la vie, par exemple, et le faible pouvoir d'achat, eh bien, Patrice Talon se dit insatisfait. Il aurait peut-être pu s'en arrêter là, après sa note d'insatisfaction, mais il va mettre un bémol. Demanderait-il, par exemple, aux Béninois de le comprendre juste parce que nous venons de loin? C'est une question. N'en demande-t-il pas justement un peu trop à ses concitoyens? Comment apprécier ces nombreux efforts vantés et présentés devant le Parlement si justement, mesdames et messieurs, les Béninois ne se retrouvent pas dans leur quotidien et que le panier de la ménagère est toujours vide? Les regards et félicitations extérieures sur le développement du Bénin sont-ils synonymes du bien-être systématique des Béninois contre la vie chère et le pouvoir d'achat? Doit-on comprendre que le gouvernement Patrice Talon est définitivement sans solution durable? Voilà autant de questions sur lesquelles nous voulons revenir dans cet entretien avec notre invité du jour. Il a nom Fred Huenou, il est consultant sur les questions d'intégration sous-régionale, politologue, acteur politique de la mouvance. Monsieur Huenou, bonjour. Bonjour madame. Merci d'être avec nous ce dimanche pour aborder cette question qui fait de l'actualité depuis le 20 décembre dernier. C'est moi qui suis honoré de votre invitation et je salue tous nos concitoyens qui nous suivent sur votre chaîne. Et vous répondez certainement pas. Allez, on va y aller sans trop discourir, quand bien même on veut parler d'un discours. Ce discours, monsieur Huenou, semble plus ou moins mal passé au sein d'une certaine opinion. Le mot qui vient presque sur toutes les lèvres de cette opinion, c'est autosatisfaction. Patrice Talon est une fois de plus venu se féliciter de ce qui lui plaît, et ceci dans un déni complet des Béninois. C'est ce que certains pensent dans cette opinion, monsieur Huenou. Madame, moi j'ai souvent pensé que le président de la République n'a pas à rougir de son action à la tête de notre pays depuis 2016. Pour autant, il ne doit pas ignorer les attentes et les frustrations qui traversent le pays. Et je crois que vous faites allusion, vous faites référence à ces attentes ou à ces frustrations. Bon. Vous savez, dans un discours sur l'état de la nation, le but, certes, c'est de faire le point de ce qui a été, mais c'est beaucoup plus de montrer l'effort commun. Parce que rien n'a pu être réalisé ces dernières années, ces 8 dernières années, sans le concours des Béninois. Et donc je crois que le chef de l'État ne se félicite pas certes, mais il est dans une démarche plus pédagogique pour montrer aux uns et aux autres que l'effort commun a porté des fruits, même si il y a encore beaucoup à faire. Donc la démarche est pédagogique. La démarche est pédagogique. Il est toujours important ou mieux de voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Mais que ce soit le président de la République, que ce soit ses partisans ou ses soutiens, nous sommes tous conscients que tout n'est pas parfait ou qu'il reste encore des efforts à faire, qu'il y a de la frustration légitime chez certains de nos compatriotes qui ont vu leurs espoirs abîmés ces dernières années, et je crois que la démarche vise à nous en expliquer avec eux.
chef de l'État a fait le point. Et les Béninois ont aussi eu les réactions qu'ils pourraient avoir, chacun en fonction de ce qu'il ressent. Donc c'est légitime de penser qu'il est dans son autosatisfaction à lui sans pour autant parler aux Béninois. Je ne pense pas que ce soit une démarche autosatisfaisante. Je pense plutôt que, vous savez, quand le président parle, il parle souvent d'un nouvel état d'esprit qui guide notre pays, qui guide nos concitoyens. Cet état d'esprit qui voudrait qu'on fasse des efforts pour pouvoir construire les chemins de l'espérance. Et donc, ce n'est pas de l'autosatisfaction. À mon avis, c'est beaucoup plus une volonté de faire partager à chacun ce sentiment qui doit nous animer, cette fierté. Vous savez, la fierté, c'est un sentiment qui nous réjouit. Mais on sait que pour être fier, il faut beaucoup d'efforts, beaucoup de sacrifices. Par exemple, pour que vous et moi, nous ayons la chance de dire ce mot magnifique, je suis béninois, il a fallu depuis peut-être des centaines d'années que des gens se sacrifient, que des gens fassent des efforts, que des gens donnent pratiquement leur vie pour que vous et moi nous puissions dire je suis béninois. C'est une phrase simple, mais ça a tout un sens. Nous sommes fiers de le dire. Et donc, nous le disons parce que d'autres ont consenti des sacrifices. Et il va de soi que nous aussi aujourd'hui, dans la démarche qui est celle du président de la République, que nous aussi, nous soyons fiers des sacrifices que nous sommes en train de consentir pour notre pays. Mais quand on fait autant de sacrifices, comme vous le dites, quand on fait autant de sacrifices et on n'a pas le retour, pensez-vous qu'on peut comprendre celui-là qui vient faire un bilan disant que lui-même il est insatisfait de la vie chère? N'est-ce pas un aveu d'échec simplement dont on doit se contenter désormais? Vous savez, je pense que sur cette question particulièrement, le président n'a pas eu de bol. Vous savez, depuis 2015, une série de crises financières et économiques. Question de crise, c'est presque comme une leçon que vous répétez tous dans la mouvance, toujours la crise extérieure, les chocs exogènes, etc. Ça revient incessamment. Est-ce qu'on va le mettre tout le temps sur le coup de ces chocs-là, M. Ouino? Madame, vous minimisez les crises que le monde traverse depuis 2015? D'autres pays aussi ont fait les Vous les minimisez? Mais tous les pays n'avaient... Madame, tous les pays n'avaient pas des économies aussi désarticulées que les nôtres. Regardez, aujourd'hui, ces crises ont accéléré le basculement du monde vers l'Asie. Et par la même occasion, c'est toute la hiérarchie issue des rapports de force économique issus du XXe siècle qui est en train d'être réorganisée. Si les grandes puissances sont en train de subir le coup, ce n'est pas les petits pays comme nous qui ne seront pas fouettés par ce vent de l'histoire. Mais je ne dis pas que tout est dû à la crise. Regardez par exemple le Bénin de 2021, le Bénin post-Covid, était dans une situation de reprise économique fragile grâce au soutien que le gouvernement avait envoyé dans les secteurs qui avaient été touchés par la Covid-19. Vous déniez tout à l'heure l'influence des crises chez les pays comme nous. La Covid, c'est une situation qui a commencé en Chine. Vous pouvez vous figurer que la Chine, qui est à des centaines de millions de kilomètres de nous, puisse avoir une situation sanitaire là-bas qui agit sur le monde entier. Dénier que nous sommes rentrés dans une globalisation où les frontières n'existent pas et que chaque pays qui a de l'influence, lorsqu'il subit une situation économique, a des répercussions sur tous les autres, c'est ne pas avoir suffisamment de clairvoyance, madame. Et donc je disais que le Bénin de 2021 était en situation de reprise économique fragile. Mais reconnaissons qu'il y a eu, après les élections de 2021, quand le nouveau gouvernement s'est installé,
il y a eu, à mon avis, une batterie de mesures fiscales qui, malheureusement, ont, à un moment donné, asphyxié les entreprises et étouffé les ménages. Ce faisant, la machine économique s'est enrayée, le chômage s'étend, le pouvoir d'achat est en baisse, et donc, il y a un affolement de nos dépenses publiques pour essayer de gérer. Vous savez, j'ai cru entendre qu'en 2024, en matière de dépenses publiques, nous avons atteint la barre des 76% de notre produit intérieur brut. C'est-à-dire que nous avons dépensé près de 2550 milliards en dépenses publiques. Les dépenses publiques, madame, ce sont les dépenses liées à la sécurité, à la santé, les investissements pour les routes et surtout les dépenses de solidarité. Comment arrive-t-il qu'on investisse autant? C'est-à-dire 76% de notre produit intérieur brut, de ce que les Béninois ont créé comme richesse en 2024, ont été investis dans notre pays. Pourtant, nous parlons toujours de souffrance, de cherté. Il y a donc que nous sommes dans une situation qui dépend de notre économie, qui est une économie désarticulée, comme je disais. Et ce n'est pas seulement nous. C'est la situation de la sous-région ouest africaine. C'est la situation de la CEDEAO. Et si on n'arrive pas, si on croit que c'est seulement les leviers nationaux que nous allons utiliser pour remonter la pente, nous ne remonterons pas la pente. Mais au-delà de ça, chaque pays a ses spécificités. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça qu'il dit sur cette question de la cherté, le président n'a pas eu de bol. Non seulement la succession des crises, mais il y a aussi, à mon avis, un choix de politique économique qui est assumé, en fait. Depuis 2021, depuis le second quinquennat, il y a le choix des dépenses publiques. Vous comprenez? L'État a décidé, à mon avis, d'investir dans les grands chantiers. Pour que l'État investisse, il faut que l'État ait les moyens. Les moyens de l'État, on les connaît. Ce sont les impôts, ce sont les taxes, c'est le recours à l'emprunt. Et donc, quand l'État emmagasine pour réinvestir maintenant dans les chantiers publics, il y a forcément que les citoyens voient leur épargne diminuer. Parce qu'il y a des taxes, il y a des impôts. Dans ces conditions, c'est normal que les uns et les autres se plaignent. Surtout quand on sait que nous sommes un pays dans lequel l'essentiel de l'effort fiscal est supporté par la classe moyenne. Des gens trop riches pour être pauvres ou trop pauvres pour être riches, mais qui quand même portent sur leur dos l'essentiel de l'effort fiscal. Et lorsqu'il y a des taxes et des impôts, quand je parlais tout à l'heure d'asphyxie des entreprises et d'étouffement des ménages, vous êtes d'accord que ce sont ceux-là qui sont les premiers touchés. Quand ils sont touchés, il y a pratiquement qui n'ont plus d'épargne. S'ils n'ont plus d'épargne, ils ne peuvent plus, eux qui ont l'habitude d'aider la classe populaire, de les porter pratiquement, qui domestiques, qui maçons, qui menuisiers, qui mécaniciens, n'arrivent plus à les porter. Donc, tout le monde se plaint. Mais en échange, qu'est-ce qu'on a? Plus d'investissement pour la sécurité, plus d'investissement pour la santé, plus d'investissement au niveau des infrastructures et maintenant des investissements dans la solidarité. Et les investissements, on en veut, forcément, on en veut. Patrice Talon a parlé de ces routes que les Béninois réclament. On en veut, mais vous savez que le citoyen demandera plus tard l'équilibre pour son épanouissement. Le pouvoir d'achat suffisant, finalement, quand est-ce qu'on l'atteint? Quand on fait de ce développement pratiquement élitiste que vous venez de faire, M. Ruine. En fait, la question est celle-ci. Comment faire comprendre à nos concitoyens que les décideurs ou les dirigeants qu'ils élisent font des choix pour le pays? Je veux bien comprendre les peines et les frustrations de nos compatriotes, je le disais. On ne peut pas, parce que nous avons engrangé des embellis, ignorer les attentes légitimes de nos concitoyens.
Mais il est important qu'on sache que soit nous voulons que l'État soit un État fort, arc-bouté sur ses fonctions régaliennes, ou soit nous choisissons de mettre en avant le privé, les individus, pour accompagner le développement national. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, aujourd'hui, avec le système économique qui est le nôtre et l'environnement économique dans lequel nous sommes, on ne peut pas faire les deux à la fois. On ne peut que faire un choix. Et au premier quinquennat, moi, je l'ai dit, selon ma lecture, les choix économiques étaient autres. Mais j'ai compris qu'il y a une autre vision au second quinquennat. C'est peut-être le choix de renforcer notre arsenal infrastructurel, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan sécuritaire, sur le plan marchand. D'accord. Donc, il faut soit on décide d'être fier de ça, notre fierté collective, ou soit notre fierté individuelle. Le choix sera très vite fait. Hein? À ce stade du monde, à ce stade de la situation de notre sous-région, parce que il ne peut pas avoir de redressement économique dans notre pays si, par exemple, nous n'avons pas une CEDEAO utile. D'accord? Si nous n'avons pas une communauté économique utile, c'est-à-dire une communauté des peuples. Mais si nous continuons d'avoir une communauté politique, bien sûr, les mécanismes ne nous permettront pas de sortir de l'ornière. Donc, parmi les grands défis que nous avons ce défi qui est là en permanence. Le défi de la pauvreté, le défi du chômage est intrinsèquement lié au défi de la réalisation d'une CEDEAO des peuples. C'est pour vous dire que nos mécanismes et le levier seuls ne suffiront jamais à régler la question. Et c'est ça le but d'une gouvernance, n'est-ce pas? C'est que on ne peut pas construire un pays comme on fait une analyse au laboratoire. Il faut de la distance. Il faut passer par des étapes. Nous sommes en train, on est à 8 ans ou 9 ans, beaucoup de choses ont été faites. Il faut espérer que le prochain quinquennat qui viendrait puisse continuer l'effort pour que nous puissions aller à la fierté dont vous parlez. Donc, en attendant, en fait, on fait avec simplement. C'est pas ce que je dis. Je dis que chaque famille béninoise, dans chaque famille, il arrive des moments où on fait des choix. Où père et mère s'entendent pour dire nous sommes assez restés en location. Il faut construire une maison. Il faut faire des efforts. Il faut peut-être investir pour envoyer nos enfants à l'extérieur. Et donc, quand on décide de construire une maison, c'est que forcément, il y a des dépenses de privilèges ou de luxe qu'on avait l'habitude de faire, se priver par exemple de restaurants, se priver de certaines sorties. Ou soit quand on décide d'envoyer un enfant à l'extérieur, on se dit, on investit sur lui, il ira, il réussira et il tendra la main aux autres. Et donc, on comprend que il y a des décisions qui nécessitent des sacrifices. Madame, le bonheur, ce n'est pas un dû qu'on se présente à un guichet pour réclamer. C'est une conquête. Et donc, pour conquérir... Il deviendra dû quand on demande des efforts que le citoyen il fait. Il doit pouvoir être en mesure de le réclamer plus tard, monsieur. Oui. Là, ça devient une dette. Madame, si vous me suivez bien, je disais que certains de nos compatriotes ont vu leurs espoirs abîmés et qu'il faudrait nous en expliquer avec eux. Peut-être, je ne sais pas si c'est l'exercice d'explication qui n'est pas toujours bien fait, mais je crois que nos compatriotes, les gens comme vous et moi qui nous regardent, ils savent. Parfois, un peu confusément peut-être, que nous ne pourrions pas laisser les choses comme ça, que tout ce qui se fait
se fait pour le pays, pour la fierté collective, mais que au niveau individuel, chacun attend quelque chose. Et donc, il faut de la patience, il faut de la persévérance. La patience en fait le mandat est là. Vous demandez l'impossible, hein, madame, Monsieur Renaud. C'est vrai qu'un État se construit. Oui. Là, on est unanime là-dessus. Quand je parle de on patience, demande la patience depuis pratiquement quand je parle de patience, quand est-ce qu'on poussera finalement le ouf de soulagement? On a comme l'impression que cette question de faible pouvoir d'achat et de cherté de la vie, comme vous l'avez dit, je suis Patrice Talon depuis le début jusqu'à l'instant. Est-ce que les citoyens ils respirent? Pendant ce temps, on lui dit que le Bénin est bien positionné, les gens nous envoient des félicitations, on nous présente les annotations extérieures. Est-ce que tout ça est synonyme déjà du bien-être de celui-là qui réclame tout au moins une certaine satisfaction, M. Renaud? En fait, la grande question n'est pas là, justement. On veut bien la satisfaction collective et tout, mais à un moment donné, surtout à cette fin de mandat, il faudrait qu'on en arrive à celle individuelle. Je suis d'accord. Madame, quand je parlais de patience, je ne faisais pas allusion aux quelques mois qui restent pour la fin du mandat. De toute évidence, le président Patrice Talon aura fait ce qu'il aura pu. Et comme nous sommes une nation, et comme le Bénin est une entité immatérielle, il adviendrait d'autres dirigeants, d'autres gouvernants qui pourraient, au bout de l'ancienne corde, tisser une nouvelle. Et donc, quand je parle de patience, je parle de patience à nos compatriotes en essayant de leur montrer que tous les grands combats se gagnent sur des distances. Et que 10 années ne suffiront pas pour gagner le combat de la pauvreté, pour gagner le combat du chômage, pour gagner le combat de l'augmentation du pouvoir d'achat dans notre pays. Parce que l'augmentation du pouvoir d'achat, madame, elle passe par l'augmentation de la richesse nationale, qui elle-même est tributaire d'une certaine conscience au travail. Nous avons peut-être la volonté, mais nous n'avons pas tous les outils et tous les mécanismes nécessaires. C'est un tout. Et quand vous parlez des félicitations à l'international, quand vous parlez tantôt de ce que l'extérieur nous envoie des félicitations, oui, c'est... Presque reprochant aux Béninois d'être dans un certain déni, mais que l'extérieur nous félicite. Les annotations nous suivent. Oui, je pense que cela montre que rien n'est perdu pour notre pays. Que malgré, je suis d'accord qu'il y en a, malgré les blocages réglementaires, je suis d'accord qu'il y en a, malgré les taxes, malgré les impôts, c'est la preuve que notre pays arrive encore à étonner. Et donc, imaginez un seul instant ce que serait cette nation, la nôtre, si nous arrivons à avoir la maîtrise de nos finances publiques. Et pour avoir la maîtrise de nos finances publiques, cela sous-entend que nous arrivons à accroître nos capacités de création de richesses. Autrement, nous serons toujours dans les taxes, dans les impôts et dans les emprunts. Imaginons ce que pourrait être notre nation si malgré ce que vous dites, malgré les blocages évidents qui sont réglementaires, si malgré tout ça, nous sommes à ce stade, imaginez alors ce que pourrait être notre pays si nous arrivons à libérer tout son potentiel productif et créatif. Nous serons une nation irrésistible. Je pense que c'est dans cette anticipation que le président nous demande tous d'être fiers, parce qu'il est bien conscient que tout ce qui a été fait ne peut pas se faire sans le concours des Béninois. Et vous savez, parfois, je pense que nos compatriotes sont beaucoup plus aguerris que ceux qui parlent en leur nom. Parce qu'on nous a toujours dit que le Bénin est réactif au changement. Mais on a vu, on peut ne pas être d'accord. Et à commencer par moi, je ne peux pas dire que, bien que je sois mouvancier, bien que je sois un soutien, que je sois d'accord avec tout ce qui est fait. Personne n'est jamais d'accord parce que nous sommes des êtres différents, dans les mêmes situations, pourront prendre des décisions différentes. Mais imaginez que
tout ça n'a pas été possible sans le concours des Béninois, sans l'effort des Béninois. Mais quand nous contribuons, quelle fierté veut-on avoir si ce n'est pas une fierté collective? Et pour moi, qui suis républicain, le Bénin n'est Bénin qu'à condition que chacun de nous accepte une entité collective qui préexiste à sa propre identité, n'est-ce pas? Et donc, si nous commençons dans un monde de 7 milliards d'habitants, bientôt 8 milliards, alors que nous sommes sensiblement 13 millions, si nous commençons par dire chacun et moi, et moi, et moi, au lieu de dire et nous, vous êtes d'accord que nous sommes en train d'aller en aventure. Donc, le rôle de l'État, c'est d'assumer l'intérêt général. L'intérêt général, c'est ce qui fait avancer la communauté. Bien sûr, prévoir des mécanismes au travers desquels chaque individu pourra essayer de construire la vie qu'il s'imagine. N'est-ce pas tout ce qu'il demande? Malheureusement, pour arriver à ça, il faut que notre État soit en mesure d'aider chacun de nous à avoir un travail bien rémunéré. Et on en est déjà très loin. Bon, donc c'est pour dire que, pour le moment, qu'est-ce que cela sous-entend? C'est simple. Si nous sommes 13 millions et que nous avons peut-être 5 millions de chômeurs et que nous avons d'autres qui sont sous-employés, cela veut dire que quoi? Que nous n'avons pas une grande capacité de production de richesse. C'est pas la magie, c'est ce que ça veut dire. C'est la question fondamentale. Donc, comment on règle ce problème? Nous n'avons pas de travail. Oui, on ne parle pas. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et parce que, en même temps, la question la plus difficile pour un chef d'État, ça n'a jamais été de savoir comment agir. C'est de savoir comment expliquer à ses concitoyens que les choix qui sont faits aujourd'hui peuvent être des choix difficiles, certes, mais que ce sont des choix porteurs d'avenir. C'est de ça dont il s'agit. Et donc, si vous parlez d'explication élitiste, si on ne passe pas par là, on ne comprendrait pas. Madame, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas isolés. Nous avons des voisins autour de nous. Le monde autour de nous est en mouvement, les autres ne nous attendent pas. Donc, chaque fois que les autres font des progrès pour avancer, si nous restons sur place, nous reculons. Et donc, il faut comprendre que, en même temps que nous sommes dans une communauté ou dans un monde qui se trouve être globalisé, en même temps, nous sommes en concurrence avec tous les autres. Alors, si nous n'arrivons pas à dire, en tant que nation, quels sont les bons que nous avions faits chaque année, et je crois que c'est ça le sens du discours sur l'état de la nation. Chaque président de la République est bien conscient que tous ses concitoyens ne mangent peut-être pas suffisamment à sa faim, que les gens n'arrivent pas peut-être à s'acheter tous les médicaments. Chacun est conscient de ça. Mais quand le président se présente devant la représentation nationale, quel est son message? Il vient porter le message du Bénin, qui doit toujours rester un message d'espérance et de fierté. Espérance que nous travaillons non seulement pour aujourd'hui, mais pour demain. Fierté qu'en tant que peuple, en tant que nation, voilà ce que nous avons réalisé. Dans le concert de toutes ces nations qui avancent, le Togo ne nous attendra pas et ne nous fera pas de cadeaux. Le Nigeria non plus. Le Niger non plus. Donc, qu'est-ce qu'on arrive à faire en tant que nation? C'est ça la question la plus importante. Donc, le discours du chef de l'État, c'est un discours, à mon avis, qui sied à la situation. Mais je dis en amont, on ne peut pas faire semblant d'ignorer qu'il y a des frustrations. Le président ne les ignore pas. Et je me dis que, voilà, le président et son équipe, ils travaillent certainement. En fait, c'est sous ces temps qu'on va désormais comprendre tout ce que Patrice Talon dit quand il reconnaît, il dit qu'il est insatisfait aussi, mais qu'on a fait quand même des progrès. C'est dans ce sens que moi je le comprends. Et je demande à nos concitoyens qui me suivent de le comprendre aussi dans ce sens. Parce que vous me posez la question, c'est à croire que je peux rentrer dans l'esprit du président. Je ne suis pas dans son esprit. Vous ne pouvez même pas faire cette bon. Donc,
moi, ce que je dis, c'est que nous devons comprendre que toute notre histoire sera celle d'un cheminement, d'une communauté humaine qui marche et qui, chaque fois, doit affronter des défis et qu'il n'est pas évident que tous les défis soient même réalisés le temps d'une vie. À plus forte raison, le temps d'un quinquennat ou de 2 quinquennats, ce n'est pas possible. Voilà pourquoi moi, je fais partie de ceux qui sont fiers de ce que chaque génération de dirigeants a accompli pour essayer de rendre notre pays un peu plus meilleur. Voilà. Alors, on n'a pas parlé que de la question de la vie chère, du pouvoir d'achat, qui, on peut le dire, est une question complexe et difficile peut-être à gérer. Comme vous l'avez dit, on a du chemin à faire. Patrice Talon également a abordé, on va dire, le volet politique. Je le cite, aucun compromis politique préjudicial à notre développement ne sera concédé. Et c'est sur pratiquement toutes les lèvres. Alors, vous, quel contenu vous donnez à cette portion, M. Renaud? C'est la portion du discours que tout le monde semble citer. D'abord, madame, moi je pense que les défis du Bénin transcendent les échéances électorales de 2026. Les défis qui nous attendent, les grands défis, on vient d'en parler, pauvreté, chômage, pouvoir d'achat, développement durable, communauté économique plus performante, ces défis transcendent les échéances électorales. Donc je ne pense pas que ce soit un temps, quand le chef de l'État parle d'entraver notre développement, je ne pense pas que ce soit un temps pour 2026. Maintenant, s'agissant, quand j'écoute les commentaires, s'agissant de la question de notre unité républicaine, je pense qu'elle nous renvoie à des socles fondamentaux auxquels moi je crois profondément. Le premier socle, c'est celui de la laïcité. Vous savez, madame, la laïcité, c'est un État qui est à égale distance de toutes les religions, qui ne finance, qui ne salarie aucune religion, qui permet le doute, la faveur, l'espérance, à condition que la manifestation et aucune des manifestations ne trouve l'ordre public établi par la loi. Vous pensez qu'une église, qui fut-il la plus grande du monde, est dans son rôle, même si c'est pour prévenir la paix? Vous pensez qu'elle est dans son rôle quand elle appelle à corriger un code électoral? Non, vous n'attendez pas à ce que je réponde. Bon. Moi, ce soit une question rhétorique. Non. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que la question de notre unité républicaine dont certains parlent, c'est une question qui doit reposer sur des principes. Il faut que les acteurs qui ne soient pas des acteurs politiques ne se mêlent pas des questions qui ne les regardent pas. Du moins, s'ils doivent s'en mêler, oui, s'ils doivent s'en mêler, ils ont le cadre. Oui, mais des citoyens qui sont vus autrement lorsqu'ils ont leur accoutrement. Madame, quand un militaire se met en treillis militaire, vous identifiez que c'est un militaire. Et vous savez que la République lui interdit de prendre des positions politiques. Madame, lorsqu'un prêtre est en soutane, la République lui interdit de prendre des positions politiques. S'il veut prendre des positions politiques, il enlève sa soutane. D'accord? Personne ne sait qu'il est prêtre. Parce que dans la conscience de beaucoup de citoyens qui sont des croyants, on a l'impression, quand on voit un prêtre en soutane parler, on a l'impression que c'est Dieu qui parle à travers lui. Et Dieu ne prend pas parti. Attention. Le troisième socle, c'est le socle de la démocratie politique. D'accord? Madame, la démocratie politique, ce n'est pas le consensus. Elle est agnostique, c'est-à-dire que c'est un E en face de nous. Et donc, rechercher le consensus dans la démocratie politique, c'est un leurre. C'est un E en face de nous.
Cela veut dire que, à l'approche des échéances électorales, on a deux possibilités. Soit que les circonstances permettent une revivification démocratique, soit que les postures idéologiques conduisent à la crispation. J'ai fait 3 analyses. Okay, je ne me taise pas pour suivre. Et pour venir à la conclusion que ce que le chef de l'État a dit rejoint ces 3 analyses. Est-ce que dans la démocratie politique, nous pouvons rechercher le consensus? Non. Est-ce que notre unité républicaine passe par la violation des principes fondamentaux? Non. Est-ce que la question de notre développement ne transcende pas les échéances électorales? Est-ce que nous pouvons mettre le développement en parenthèse, juste pour les échéances électorales? C'est ça la question. D'accord. Que faisons-nous à un moment donné de certains dialogues que les acteurs politiques prônent pour pouvoir discuter peut-être de sujets qui divisent, M. Renaud? Est-ce que ça ne fait pas justement cette question de l'unité? Voilà. Le dialogue, voilà pourquoi je disais que les questions de notre développement ne transcendent complètement les échéances électorales. Le dialogue, est-ce qu'il est sur comment on sort de la pauvreté? Est-ce qu'il est sur comment nous réduisons le taux de chômage dans notre pays? Est-ce qu'il est sur comment nous mettons en place les bases d'un développement durable? Est-ce que le dialogue est sur ces questions? Parce que ces questions sont transcendantales. D'accord? Et donc, quand le dialogue est sur des questions politiques, ça cesse d'être un dialogue, ça devient un eux en face d'un nous. De quoi s'agit-il? Je positionne ici de façon pratiquement, je préfère dire catégorique. Est-ce que c'est rassemblant, M. Renaud? Non, je ne pense pas que le chef de l'État... S'il dit aucun compromis. Il a été clair, hein? Oui, aucun compromis politique. Aucun compromis politique. Il sera pratiquement intransigeant sur plusieurs questions, sinon toutes. Mais madame, qu'est-ce qu'il dit? Il dit aucun compromis politique ne peut entraver notre développement. Ou bien? Et je vous demande, et je vous ai posé la problématique, est-ce que la question, les grands défis de notre pays, de développement de notre pays, ne transcendent-ils pas sur les échéances électorales? Oui. Et donc, vous comprenez que ce que le président de la République est en train de dire, ce n'est pas ce que vous pensez, vous. Des compromis, il y aura. Des dialogues, il y en aura. Le président a reçu des responsables des partis d'opposition. D'accord? Donc, oui. Quand le moment de dialogue viendra, pour dialoguer sur des questions politiques, on le fera. Mais pas sur des questions qui vont constituer un frein pour notre développement. Je crois que c'est ça le message. Un frein pour notre développement. Parce qu'il y a des questions, quand on va les aborder, ce serait ouvrir la boîte de Pandore et les conséquences, ce seraient des conséquences sur notre développement. C'est de cela dont il s'agit. Alors moi, je pense que c'est de ça que le président parlait. Il a été clair, il n'a pas dit pas de compromis du tout. Mais il dit aucun compromis politique qui puisse entraver notre marche vers le développement. C'est deux choses. Est-ce que les autres demandent des compromissions politiques qui entravent le développement? C'est vrai que c'est vous qui posez la question. Je n'espère pas de réponse. Mais pensez-vous que, parlons du code électoral, pensez-vous que réviser le code électoral, ce soit un débat exclusivement politique ou que ce soit un débat de développement? Je vous la renvoie à votre question. La question est simple. Il y a dans le champ politique des conservateurs et des progressistes. Ceux qui veulent que les sociétés se modernisent, que les systèmes se modernisent, que nous allions de l'avant. Au début de l'émission, quand j'ai commencé par répondre à votre première question et que je parlais de la série de crises, on m'avait interrompu. Relancez. Parce que vous aviez dans la conscience, et c'est présent dans la conscience collective,
que les crises sont des crises simples qui secouent tous les pays. Mais en réalité, la pertinence de ces crises, c'est qu'elles remettent en cause toute la hiérarchie des rapports issus du XXe siècle. Parce que nous sommes dans quel siècle? Dans le XXIe siècle. Celui de l'Internet, du numérique, qui bouleverse notre rapport complet. Donc, nous sommes rentrés dans un siècle qui nous impose le progrès. Voilà. Pensez-vous que l'on puisse évoluer dans le XXIe siècle en s'arc-boutant sur les méthodes du XXe siècle? Et donc, pensez-vous que notre pays, le Bénin d'aujourd'hui, puisse rentrer dans la modernité si nous n'arrivons pas à réformer nos outils politiques et nos outils économiques? Tout à l'heure, on parlait de notre économie. Je vous ai dit, moi, la compréhension que j'en ai. Je ne dis pas que sous la gouvernance du président, nous avons déjà tous les outils d'une économie du XXIe siècle. Non, c'est pourquoi nous sommes en train de subir encore le contre-coup des chocs exogènes. Mais je suis en train de vous dire que sur le plan politique, beaucoup reste à faire. Hein. La réforme du système partisan, telle qu'elle est, avec toutes les lois qui l'encadrent, parce que le code électoral est une loi encadrant la réforme du système partisan. Bien sûr. Qui vise quoi? À mettre davantage les gens ensemble. Parce que on a compris que dans notre pays, les gens n'arrivent pas forcément à se mettre ensemble idéologiquement. Bon, la mise ensemble, est-ce qu'on l'a pratiquement pas déjà réussi? Est-ce que c'est sur cette question, si compromis devait y avoir, c'est pas forcément sur ces questions, monsieur? Non, madame, il ne faut pas que les gens soient ensemble juste le temps de mandat. Il faut que les gens soient ensemble aussi longtemps que possible. D'accord? Pour arriver à construire les bases solides. Parce que le développement, c'est un processus qui s'inscrit dans la durée. Et donc, si on fragilise cette telle loi, les gens ne seront pas ensemble. Et si les gens ne se mettent pas ensemble, je vous l'ai dit, si 13 millions de Béninois doivent crier « et moi, et moi, et moi » dans cet environnement oppressant dans lequel nous évoluons, il n'y aura plus de nation. Et ça, c'est la responsabilité d'un président de la République. C'est sa responsabilité. Parce que je ne dis pas que c'est la responsabilité du président Talon. Je dis que c'est la responsabilité d'un président de la République parce que, quel que soit celui qui serait là, il est le garant de la continuité politique de l'État. Il est l'arbitre entre les institutions. Parce qu'au terme de notre Constitution, c'est ce que la loi fondamentale veut du président de la République. Donc c'est sa responsabilité que d'arbitrer dans un contexte où la réforme du système partisan met entre les mains aujourd'hui des formations politiques tout l'avenir de la nation. Oui, d'accord. L'arbitre, j'ai envie de vous dire que l'arbitre ne prend pas catégoriquement position, M. Openou. L'arbitre, il est plus ou moins impartial. Spécial. Justement, oui. Sa casquette de président de la République fait de lui, vous n'avez pas compris, au terme de la Constitution, il est celui qui assure la continuité politique de l'État. Il est le garant du fonctionnement équilibré des institutions et il est celui qui est porteur du message du Bénin. Et donc, à partir de cet instant, il a la possibilité de taper du poing sur la table. Ce n'est pas qu'il se fait l'arbitre entre les chamailleries, les chicaneries des partis politiques. Il ne vient pas trancher les guéguerres au niveau des partis politiques. Mais regardez, au thème de la charte des partis politiques, désormais, ce sont les partis politiques qui proposent, qui investissent ceux qui doivent être candidats
pour assurer la pérennité de la démocratie ou de la république des territoires. Les maires, c'est les partis qui les choisissent. C'est eux qui investissent les députés à des scrutins de liste. Et mieux encore, on dit maintenant que l'élection du duo du président doivent recueillir des parrainages. Cela laisse sous-entendre qu'aujourd'hui, les partis politiques ont une grande force. C'est eux qui décident de l'avenir économique et politique du pays. Voilà pourquoi je pense, soit dit en passant, qu'il faut qu'on ait des partis qui travaillent non seulement à être forts, mais qui travaillent sur des convictions et des idées. Et déjà, moi, j'aimerais justement vous demander en quoi ces éléments sont un plus au développement justement du Bénin, puisque vous semblez poser également la question, là a dit qu'on compromis préjudicial justement au développement du Bénin. Quel contenu vous y mettez? Vous avez parlé de l'ILIS, du code électoral, etc. En quoi ces dispositions du code électoral, puisque vous en parlez, constituent des éléments de développement? Même je pourrais vous répondre comme ceci. Et si je vous disais, ouais, pourquoi pas, contre les féodaux, l'État, contre les privilèges, la loi, contre les prébendes, le droit, contre le communautarisme, l'école, contre le sectarisme, la laïcité. Et je prédis maintenant, sous le sceau d'une république démocratique et laïque, que l'identité béninoise s'est forgée. Donc que nous sommes une synthèse politique. Pour vous dire une chose, vous pensiez, et je vais loin, mais pourtant ce que je veux dire est proche, mais je caricature. Pensez-vous qu'il y a un siècle ou 2 siècles, à Abomey, on se sentait béninois? Pensez-vous qu'à Porto-Novo, on se disait béninois? Pensez-vous qu'à Parakou, on réfléchissait béninois? Non. On réfléchissait communauté, on réfléchissait ethnie, on réfléchissait clan. Est-ce que vous savez que dans une période récente, la plupart des partis politiques raisonnaient en ces termes? Or, le Bénin, on ne peut pas le découper en mosaïques de tribus, ennemies les unes des autres. Le Bénin, on le prend comme un bloc, dans ses forces et dans ses faiblesses. Chacun est libre d'écrire son roman national, mais le Bénin en tant qu'entité unique. Vous pensez qu'on pourrait confier le destin du Bénin à des communautés de personnes qui ne se retrouvent que dans les rites, us et coutumes d'une région, qui ne parlent qu'une langue, ou qui pensent que tout doit être clan? Et donc, on arrive à une réforme du système partisan qui nous impose de rester ensemble. Même si on n'a pas encore les mêmes idées, ça nous impose de rester ensemble, de penser ensemble. Plus nous sommes ensemble, plus nous pensons ensemble, plus nous sommes en train d'arriver à une unité républicaine, qui est l'élément central du développement. On veut développer le Bénin. Si nous voulons développer le Bénin, je ne pense pas seulement à moi. Et donc c'est ça la question fondamentale. Est-ce que nous ouvrons la boîte de Pandore? Est-ce que nous laissons la fissure? Parce que les 1000 petites fêlures finissent par créer une grande fracture. Si on cède aujourd'hui, parce que quelques-uns disent les conditions actuelles ne nous arrangent pas. Vous voyez un peu, madame? Oui, il y a des choses sur lesquelles il faut discuter. Mais on ne discute pas parce que ça ne vous arrange pas. Est-ce que... Vous oubliez qu'on est en politique. Oui, je suis d'accord, mais madame, est-ce que les mêmes efforts qui me sont demandés, quand ces efforts vous sont demandés, pourquoi vous dites d'office, moi, je sais déjà que je ne pourrai pas remplir ces conditions? Voilà, vous avez inscrit votre enfant pendant longtemps dans un établissement public où la moyenne pour passer en classe supérieure est de 10.
Vous déménagez, vous l'inscrivez dans un autre établissement et on lui dit que la moyenne est 12. Et cette fois-ci, il dit, maman, je suis sûr que tu m'as mis dans cette école parce que tu veux que j'échoue. Moi, je ne peux pas avoir 12. Qu'est-ce qu'on lui demande? De rehausser son niveau. Parce qu'en politique, quel est le débat essentiel? Le rapport que le parti politique entretient avec le peuple. Absolument. Et donc, plus le peuple se reconnaît dans vos idées, dans vos actes, dans vos convictions, plus le peuple vous soutient. Et c'est d'ailleurs le but de la politique. Générer des idées ou des actes qui puissent rencontrer l'assentiment d'une majorité qui vous font confiance. Parce qu'en République, justement, ce qui compte, ce n'est plus l'ethnie, ce n'est plus la culture. Ce qui compte maintenant, c'est le vote. Voilà pourquoi je vous disais, contre les féodaux, la loi. Hier, on aurait pu dire, parce que je suis propriétaire terrien, c'est moi qui serai le chef. Ça n'a plus de sens aujourd'hui. Quand je dis contre les privilèges, on aurait pu dire, parce que je suis né d'une famille princière, c'est moi le chef. Ça n'a plus de sens. Aujourd'hui, ce qui a de sens, je suis citoyen, je pense que mon pays peut avoir ceci, et les Béninois qui sont d'accord disent, nous te faisons confiance. Ça doit être ainsi. Oui. Et pour le faire, il faut s'entendre sur un minimum de procédure. Et c'est sur la procédure qu'il y a problème. Alors, reculer sur cette procédure, c'est laisser la possibilité à chacun de revenir aux temps féodaux, aux prébendes, aux privilèges de clan. Vous comprenez? D'accord. Oubliez, exit la flamme de la mémoire, exit le sang versé, et chacun s'arc-boute sur ses principes personnels. Cela s'entend ce que vous dites, hein, Bon. monsieur Donc, Bruno, cela s'entend assez bien, mais... C'est comme ça que moi je comprends le débat. Et s'il y en a qui le comprennent autrement, je veux bien les écouter. Soit dit, je les écoute. Je cherche. Je suis très attentif aux arguments. Vous pensez, je ne dis pas que tout est rose dans les partis politiques. Il y a beaucoup d'efforts à faire. Beaucoup d'efforts. Mais le socle que nous avons, c'est un socle qu'il faudra continuer de préserver. Je le pense, et je suis même convaincu que le prochain président de la République, qui fût-il et quel que soit son camp, ne pourra pas reculer sur cette question. Parce que c'est un gain, et c'est un gain considérable. Je vous parlais tout à l'heure du dialogue et vous m'avez parlé d'un habit spécial qu'est le président de la République, ce qui n'est pas faux. Ce qui peut-être gêne dans l'entendement commun, c'est que cet arbitre porte toute cette majorité et cette majorité ne fera pas autre chose que ce que lui, il voudrait. C'est vrai que c'est une loi d'État, si on parle du code électoral. Le ton que ça donne, est-ce que c'est pas un ton de c'est ça ou rien, vous vous en accommodez, on n'en parle plus? En fait, est-ce que c'est pas ce qui gêne quelque peu quand Patrice Talon sort de ses expressions dans un discours? Moi, je n'aime pas trop l'expression. C'est le chef de la majorité, et la majorité fera ce qu'il voudra. C'est ce qu'on voit. Non, parce que oui, ça sous-entend que ces hommes et ces femmes de la majorité sont des instruments. Vous êtes un acteur politique. Moi, je n'utiliserai pas l'expression instrument. Moi, je ne crois pas que des hommes dotés de raison, Descartes nous dit que le bon sens est la chose la mieux partagée du monde, puissent aliéner leur liberté de conscience, juste pour suivre la position du chef de l'État si cette position était erronée. Je crois que si vous avez l'impression que la majorité suit toujours ce que le chef dit, c'est peut-être parce que le chef est éclairé, et que la majorité est convaincue qu'elle suit un guide éclairé, je suppose. Je ne parle pas au nom des autres. Donc, j'ai voulu vous faire comprendre que ce n'est pas systématique. D'accord. D'accord? Ce n'est pas systématique. Vous avez déjà vu, même à l'Assemblée nationale, sur des questions
porté par d'autres députés de la majorité, d'autres s'opposaient, même quand ils sont du même parti. Donc ça veut dire qu'il y a des moments où les gens peuvent s'affranchir s'ils sont convaincus que ça ne va pas dans la bonne direction. Mais aujourd'hui, la question est celle-ci. Les verrous dont on parle, si vous sautez ces verrous, si on saute ces verrous aujourd'hui, le système partisan est en l'air. Tout ce qui a été fait jusqu'à présent est en l'air. Parfois, et c'est à titre personnel, j'aime à croire que toute la gouvernance du président de la République, les réformes politiques, j'aime à croire que ces réformes sont devenues une nécessité conjoncturelle. Parce que la prise de conscience qui aurait dû être des années précédentes n'a pas été. C'est parce qu'il y a eu beaucoup de renoncements, beaucoup d'hésitations intellectuelles et politiques depuis des années sur plusieurs sujets. Les réformes qu'il fallait n'ont pas été faites. Qu'à un moment donné, il s'est trouvé quelqu'un qui a été obligé d'utiliser peut-être des mesures coercitives, mais utiliser ces mesures pour arriver à ces résultats. J'aime à penser que c'est conjoncturel. J'aime à penser que dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, que peut-être nous n'aurons plus ces mêmes mesures, mais que l'ensemble de l'élite politique aurait déjà pris le pas. Moi, je pense que il faut opposer à la tentative de désespoir et à la faillite morale de certaines de nos élites, il faut opposer ce que j'appelais tantôt les blocages réglementaires. Non, je suis en train de vous dire simplement ce que les autres réclament et qui fait que vous parlez du refus de consensus. Madame, le consensus ne peut pas se faire sur l'anti-progrès. D'accord? C'est pour ça que je vous dis que la démocratie politique, c'est un eux et un nous. Il y a un clan politique qui rentre dans la démarche du progrès à un moment donné et les autres veulent le statu quo. Et parce qu'ils veulent le statu quo et que les autres veulent le progrès, quel consensus peut-on avoir? Quand je décide de faire un pas en avant et que vous voulez rester sur place ou reculer, quel consensus peut-on avoir? Est-ce qu'on a un consensus où moi je mets mon pied gauche en avant et vous mettez votre pied droit en arrière? Est-ce que ce consensus est possible? Nous sommes en face d'un clan progressiste et nous sommes en face d'un clan qui a peur du progrès, comme tout le monde, qui a peur de l'inconnu. Mais madame, tourner dos au progrès, c'est tourner dos à notre avenir. Et il faut le dire dans ces termes-là, utilisé par Baptiste Talon, monsieur Ruy. Vous savez, chacun a sa personnalité et a sa manière de dire les choses. Je vous ai dit que le Bénin, c'est une histoire personnelle, je dirais presque charnelle. Dans sa défense du Bénin, le président s'est exprimé et a laissé parler son être. À sa place, peut-être que vous auriez dit les choses autrement. Mais c'est ça votre roman national. C'est comme ça que vous écrivez votre roman et c'est comme ça que lui l'entend. Il a été également question, M. Colli, puisque nous décortiquons certains angles de ce discours, de passé honteux. Ça, je ne le dis pas, ce n'est pas mes mots, c'est Patrice Talon même qui l'a dit. Beaucoup se jettent là-dessus en se demandant, mais qui sont les acteurs de ce passé honteux, M. Ruy? Voici ma conviction personnelle. Je vous donne ma conviction avant de vous donner ma réponse sur ce que le président a dit. Je suis d'accord avec vous, notre pays n'est pas une page blanche. Et je crois que le Bénin n'a jamais accepté que s'écrive une histoire qui n'est pas la sienne. Toute l'histoire qui s'écrit, c'est l'histoire des Béninois. Les Béninois ont voulu, les Béninois ont accepté. Mais quand le président parle de passé honteux, avez-vous l'impression
qu'il s'est exclu quand il parle de passé honteux? Avez-vous l'impression que le président s'est mis en dehors, que ce n'est pas un passé qu'il a assumé, voilà pourquoi il trouve que ça fait honte et que maintenant, il faut aller de l'avant? Ceux qui critiquent ont l'impression peut-être qu'il s'en exclut, oui, qu'il n'est pas très dedans. Justement. Il semble être le sauveur de ce passé honteux. Vous savez, madame, on est tous. C'est comme le mythe de la caverne. On est tous des malvoyants, ou voyant à un moment donné des ombres se projeter comme la réalité, jusqu'à ce que l'un de nous sorte dehors pour contempler cette réalité. Et il ne pourra plus jamais revenir en arrière et venir prendre les ombres projetées au mur comme étant la réalité. Nous venons tous, nous assumons tous ce passé. Et c'est parce que nous l'assumons que nous trouvons que c'est un passé qui ne nous rend pas fiers, qui est honteux. Je n'ai pas eu l'impression. Je n'ai pas suivi le discours, mais quand on me l'a dit, je suis allé le chercher, je l'ai suivi. Et quand vous m'aviez appelé pour dire que vous m'invitez, je l'ai encore resuivi pour m'assurer que si je venais et que vous me posiez des questions par rapport à ça, que je ne dise pas de n'importe quoi. Je n'ai pas eu l'impression que le président n'assumait pas ce passé, mais j'ai vu quelqu'un qui était exaspéré, que d'autres veuillent revenir à ce passé que nous nous employons à laisser derrière nous. Les incapables. J'emploie ce mot. Non, oui. Moi, j'ai vu son exaspération. Peut-être. Et vous savez comment je parle. Je ne suis peut-être pas dans la majorité le plus proche du chef de l'État. Non. Et donc, je ne dis pas ça par plaisir. Je le dis parce que le sentiment que j'ai eu le sentiment de voir un monsieur qui est exaspéré parce que pour lui, c'est une évidence qu'il n'y a aucune fierté dans ce passé. Et je viens de faire allusion à ça, je vous l'ai dit. C'est vrai que je suis remonté à des centaines d'années, mais c'est juste pour vous montrer que nous venons de si loin. Parce que les premiers partis politiques qui ont existé dans notre pays, dans le Dahomey, étaient des partis qui avaient pris leur source de ce que furent nos anciens royaumes et nos anciens clans familiaux. Et ces partis ont continué jusqu'en 1972, avec le coup d'État du général Kérékou, la création du PRPB. Il semblait avoir une unité, mais à la conférence de 90, on a parlé de multipartisme intégral. Et vous avez vu la flopée de partis politiques qui s'est créée et qui se crée à chaque élection et qui se crée souvent dans sa chambre ou avec ses frères du village. Et tous les acteurs politiques, jusqu'à l'arrivée du président Talon, ont été incapables de prendre le pouvoir et de le gérer. Parce qu'on parle tout comme si Patrice Talon n'était pas un acteur politique. Et donc, comment ça se fait que dans un pays, on puisse avoir autant de partis politiques incapables de prendre le pouvoir d'État et de l'exercer, alors que c'est le rôle des partis politiques. Ça se dit un ensemble d'éléments en lutte pour la conquête et l'exercice du pouvoir d'État dans des conditions historiques déterminées. Incapables de le faire. Ils n'ont pas pu le faire sur 30 ans. Et donc, que quelqu'un dise on réforme, mettons-nous ensemble, soyons plus forts, on va vous responsabiliser. Parfois, j'ai ma pensée que ce que les partis n'ont pas pu réussir, de par leur propre essence, le président, depuis son arrivée, à travers la réforme, le leur impose. Il leur impose de désigner les maires à travers la loi, je veux dire. Leur impose de proposer les députés, leur impose maintenant de payer les présidents. C'est-à-dire que c'était leur rôle
Depuis 1990, ils n'ont pas pu le faire. Qu'il ait eu l'ingéniosité de faire cette réforme de cette manière, on ne lui a pas reproché, M. Renaud. Ah oui, mais depuis le début, on a semblé, depuis 2019, reprocher d'abord la réforme du système partisan, ensuite maintenant s'attaquer au code électoral. On présente ça comme le code de tous les dangers, de toutes les menaces. Et moi je regarde et les gens sont convaincus que ce n'est pas évident d'avoir 20% dans chaque circonscription électorale. Et moi je pose la question, parce qu'il n'y a plus de Béninois dans cette circonscription, ou juste parce que les Béninois s'intéressent de moins en moins à la chose politique? C'est vous qui allez nous le dire. Je suis d'accord. Il y a presque comme une défiance de la part de nos concitoyens à l'égard des acteurs politiques. Ce niveau de défiance a atteint des records inégalés. La belle preuve, en 2023, sur un corps électoral de près de 5 millions, plus de 2,5 millions de Béninois se sont abstenus. Il y a comme un divorce avec les acteurs politiques. Il y a des raisons multiples. Et donc, je pose la question, dans le monde dans lequel nous sommes, parce que oui, je le dis souvent, et les gens ont tendance à penser que c'est une chanson. Madame, notre pays se détermine par rapport aux défis qui lui sont proposés, n'est-ce pas? Et les défis qui nous sont proposés, même pour les questions internes, puisent leur source du dehors. D'accord? Oui. Et donc, dans ce monde en rupture dans lequel nous sommes, madame, vous pensez que les acteurs politiques ou les partis politiques peuvent gouverner sans les peuples? Est-ce qu'on peut gouverner sans les peuples? C'est-à-dire gouverner sans les peuples, c'est avoir une vision politique, un projet de société clair auquel les gens adhèrent. Vous savez le problème dans notre pays, madame, depuis longtemps, nos compatriotes n'écoutent pas les acteurs politiques quand ils parlent. Ils n'écoutent pas les discours, ils ne recensent pas les idées. Quand un candidat à une élection dit des choses, ils n'écoutent pas. Les gens se préoccupent plus de ce qu'on leur donne, ils mettent dans la poche. C'est le système mis en place. Ils ne t'ont jamais suivi. Et parce que ce que vous dites à la limite les intéresse, sauf que vous gouvernez pour votre intérêt. Donc ça devient un élément monnayable. Chacun vient pour son compte. Et c'est ça ce qu'il faut apprendre à rejeter. Parce que finalement, madame, un acteur politique qui accède au pouvoir, il vient pour poser des actes. Normalement. On lui donne mandat pour décider à votre place. Absolument. Et donc, quand vous ne l'avez pas suivi, quand vous ne l'avez pas écouté, quand vous ne l'avez pas compris, quand vous n'avez pas été exigeant sur son projet, sur ses idées, sur ses choix, sur son parcours, et après, il commence par mettre son programme en exécution, et vous commencez pas à vous plaindre, parce que vous ne l'avez pas écouté. Et donc, il faut que le compatriote arrive à écouter, qu'il soit plus exigeant. Madame, si vous n'exigez rien, vous n'aurez rien. Si vous exigez 5 000, 10 000 les prébendes, on vous les donnera, mais après on mettra en place une politique dans laquelle vous n'allez pas pouvoir vous retrouver. C'est ça la question. Donc, est-ce que les partis politiques qui disent, déjà avant la compétition, nous ne pourrons pas mettre la barre à ce niveau, c'est nous exclure, est-ce que ces partis politiques sont dans la logique de pouvoir ramener nos concitoyens à la politique? Est-ce qu'ils sont dans la logique? Comment j'entends ceux qui disent ça, mais qui disent nous sommes le parti du peuple, qui disent tous les concitoyens sont avec nous. Mais comment on peut avoir tout le monde avec soi et être inquiet de l'avenir? C'est une question énigmatique qu'on a beaucoup posée. Comment on peut avoir autant de personnes se reconnaître dans vos idées, dans vos valeurs, dans votre projet de société et être inquiet du choix qu'ils feront? Si leur inquiétude est légitime, ça veut dire que nous sommes en face de populations qui ne sont pas conséquentes envers elles-mêmes. Mais si leur inquiétude n'est pas légitime, ça voudrait dire que c'est seulement des gens qui refusent le progrès. Madame, je ne pense pas qu'on puisse dialoguer pour voir si le progrès nous l'acceptons ou pas. C'est comme la mondialisation. J'en parlais tantôt.
Madame, on peut en débattre à longueur de journée. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option politique. Ça s'impose à nous. Il faut nous adapter. Et donc, le progrès, que ce soit politique, économique, ou social, ou culturel, s'impose à nous. Soit on s'adapte, soit on cesse d'exister. En résumé, M. Renaud, tout ce qu'on a dit sur ces éléments du discours de Patrice Talon, on retiendra que... On retient que c'est un homme qui a conscience des attentes, des frustrations, et qui sait qu'avec les attentes et les frustrations, qui sont légitimes d'ailleurs, qu'un peuple ne peut pas aller de l'avant. Avec les attentes et les frustrations, on ne va pas de l'avant. Ça met le découragement. Et qui propose à ses concitoyens de regarder le présent avec fierté et d'avoir confiance à l'avenir. Et qui en même temps se refuse à toute compromission qui va remettre en cause ce qu'ils pensent, ce qu'ils croient être des progrès. Parce que, madame, tout le débat est là. Est-ce que nous avons fait des progrès ou nous ne les avons pas faits? C'est toute la question. Si ce sont des progrès, il a raison de ne pas chercher à revenir en arrière. Parce que le Bénin dans lequel nous vivons aujourd'hui n'est pas le Bénin dans lequel nos parents ont vécu. Moi, mon fils est né il a 14 ans. Je le regarde, je regarde mon pays, et je veux qu'il grandisse dans un pays où le dépassement de soi est possible. Moi, je n'ai pas eu la chance de grandir dans ce pays, parce que les mécanismes ne l'ont pas permis. Mais je veux que lui, il grandisse dans ce pays. Ça voudrait dire, d'abord, il n'a pas le choix, parce que c'est un enfant du 21e siècle, et les autres ne nous attendront pas. Donc, si nous ne pouvons pas mettre les leviers qu'il faut dans notre pays, c'est que nous condamnons nos enfants à errer. À partir de demain, en disant, le Bénin n'est pas synonyme d'espérance. Les gens de ma génération et un peu moins de ma génération partent de plus en plus, parce qu'ils vont chercher l'espérance ailleurs. Si nous ne faisons rien pour arrêter la saignée, madame, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, peut-être que notre terre n'existera plus. Vous savez, c'est possible. Dans un monde qui se veut globalisé, dans un monde où les populations s'accroissent, il n'est pas évident, dans 50 ans, que le Bénin puisse être encore étalé sur 112 622 km ou bien 112 763 km². Ce n'est pas évident si nous ne sommes pas capables d'être nous-mêmes, de nous protéger et de nous assurer notre avenir. Ça, c'est réalité, il ne faut pas les nier. Ce n'est pas parce que chacun de nous a des défis dans son quotidien qu'il doit nier que nous sommes une nation qui doit faire un progrès collectif, un bon qualitatif en avant. Voilà. Allez, merci beaucoup à vous pour déjà cet exercice. Nous sommes en train d'égrainer pratiquement les toutes dernières minutes. Oui, mais ça passe vite. Ça passe hyper vite. Mais voilà, nous sommes au dernier entretien de 2024 pratiquement, voilà, puisque nous sommes le 9 décembre déjà. Avant qu'on le retrouve dans un format normal de l'entretien, ça fait en 2025. Alors, vous avez vu passer 2024, Monsieur Renaud, entre réformes, ministres conseillers, budget, débat au Parlement. Alors, vous, si on vous demande de faire un bilan de 2024 et de vous projeter dans 2025, quels seront vos mots, Monsieur Renaud? Un bilan sur le plan politique ou Oui, un bilan sur le plan, puisque nous sommes... Oui, puisqu'on n'a plus beaucoup de temps aussi. On n'a plus beaucoup de temps. Ce que je note, c'est que quand je suis rentré chez vous, ici, dans votre studio, et que j'ai vu la photo à la mémoire de votre ancien collègue, oui. La dernière fois que j'étais ici, ça doit faire 6, 7 ou 8 mois. 8 mois. C'était en février, si ma mémoire est bonne. Oui, lors des débats sur la révision de la Constitution. Nous avions échangé, nous avons parlé du Bénin. C'est un journaliste, il est très éminent, il était très éminent comme vous aussi, et il parle du Bénin avec passion. Aujourd'hui, il n'est plus là, vous et moi, nous y sommes encore, et nous parlons encore du Bénin avec passion. C'est pour dire que nous sommes tous des contingents, mais ce qui est essentiel, c'est que notre pays, le Bénin, est immatériel. Alors moi, mon souhait, c'est que pour 2025, tous ceux qui ont les chances dans les mains, c'est qu'ils les fassent fructifier, qu'ils les fassent grandir
et qui les mettent en partage. Ceux qui ont mis un genou à terre en 2024 puissent se relever. Ceux qui ont perdu le sourire puissent retrouver le sourire et qu'ensemble nous sachions tous que nous avons très peu de temps à faire ici et que nous laisserons le Bénin à ceux qui vont rester après nous. Donc je veux que nous puissions laisser un pays de paix et un pays uni. Merci beaucoup pour ces quelques mots, M. Renaud. Je rappelle que vous êtes consultant sur les questions d'intégration sous-régionale, le politologue également, acteur politique de la mouvance. Ainsi pour faire l'entretien de ce dimanche, mesdames et messieurs, que nous vous remercions d'avoir suivi. Nous sommes revenus sur quelques éléments du discours de Patrice Talon, en l'occurrence la question de la vie chère et du pouvoir d'achat, un aveu d'échec de Patrice Talon. Notre invité a apporté ces éléments de réponse. Nous avons parlé aussi de ce passé honteux que Patrice Talon a évoqué lors de son discours, sans oublier cette question de compromis politique qui n'aura pas lieu, des compromis politiques préjudiciables au développement du Bénin que Patrice Talon ne compte pas faire. Comment comprendre, quel contenu déjà émettre et comment le comprendre? Vous avez suivi les analyses de Fred Renaud. Mesdames et messieurs, c'est fini pour l'entretien ce dimanche. On vous retrouve sur d'autres formats. Alors, je vous rappelle que nos différentes productions de cette journée sont disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.télébénin.com, notre page Facebook Télé en direct et télécharger l'application pour nous suivre un peu plus facilement. Je retrouve l'équipe pour le débrief Télé avec vous.